Je disais donc on va regarder la dernière vidéo de Bolsheviki qui est le fils de pub pour Blast, donc Marc êtes-vous rebelle victime de la mode. Donc sujet plutôt intéressant moi je trouve, c'est vrai qu'on parle pas souvent de fringues hein, sur cette chaîne parce que c'est pas quelque chose qui me passionne tant que ça, même si j'aime de plus en plus les fringues et j'aime de plus en plus porter des fringues qui me plaisent, même si ça se voit pas trop, mais je m'y intéresse pas des masses parce que ben j'ai pas l'argent pour, tout simplement. Est-ce que ça vous énerve cette génération Z là? Pire, la génération alpha. Ah ça me dégoûte, ah ça me dégoûte, ah les jeunes là, les gens qui osent être jeunes, ah là là, non 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 non, non. Au bout d'un moment, sois vieux ou ta gueule quoi, au bout d'un moment, c'est bon je fais bien le boomer, ça va? Je suis cohérent avec ma trentaine. Vous savez, quand ils arborent des t-shirts fraîchement achetés à H&M, floqués du nom des groupes emblématiques de votre jeunesse contestataire, autrefois signe de rébellion, désormais simple logo vidé de sa substance. Et quand j'étais ado, moi, il y avait déjà ce truc, hein, des emblèmes de l'ancien temps que tu mets. Et moi, ça me dérangeait pas tant que les gens le fassent. Par contre, ça m'énervait quand les gens ne connaissaient pas le groupe en question. Genre, je voyais pas mal de meufs avec le logo de Nirvana ou la langue des Rolling Stones. Bah, du coup, je leur disais, ah, t'aimes bien Rolling Stones et tout. C'était plutôt étonnant là où j'habitais. C'est quoi les Rolling Stones? T'as leur t-shirt. Et ça m'énervait. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, si t'aimes bien le logo, t'aimes bien le logo, quoi. On va pas en chier une pendule. C'est pas grave en soi, c'est juste un peu dommage. Par contre, je pense que ça en dit beaucoup plus sur le capitalisme et ce qu'on nous fait acheter plutôt que ça. Mais je pense qu'ils vont le dire. Si ça se trouve, ils en connaissent aucun album. Tout comme peut-être ça énervait aussi la génération de vos parents, cette récupération commerciale de leur propre marqueur culturel d'émancipation. Et si le punk n'était pas mort, mais simplement dilué dans le marché, tout comme la contre-culture des années 70 avant lui et des mouvements populaires comme le hip-hop à sa suite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands pouvoirs des marques, à l'image de Midas, Le roi grec, hein, pas le garagiste. le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or, C'est-à-dire en profit. et par là même à le figer et lui retirer toute vitalité. Ouais, ça me saoulait aussi, mais ouais, la récupération marketing, comme tu dis, c'est ça qui est la source du problème. C'est ça, parce qu'en vrai, j'ai envie de dire, on l'a tous fait. Je veux dire, moi-même, je portais des t-shirts Iron Maiden, alors j'écoutais qu'à moitié parce que mon daron écoutait, mais le logo était stylé. Qu'on aime ou pas Iron Maiden, les looks des jackets d'album, des t-shirts sont méga classe avec les squelettes et tout machin. Les logos étaient stylés. J'étais dans ma période rébellion en mode, t'as vu, je suis trop un rebelle. Je mets des trucs noirs et puis des têtes de mort, je suis trop un ouf. En vrai, grand bien leur face, mais c'est plus d'un point de vue marketing que c'est problématique. Mouvement populaire ou de jeunesse, aussi contestataire soit-il, toute tentative d'opposer une contre-culture au système en place sont-ils condamnés à être absorbés par ce même système? Moi je pense, en vrai, je pense vraiment que toute contre-culture deviendra culture ou mourra dans l'œuf. En gros, la contre-culture, c'est soit ça devient le rap, soit ça devient la tectonique pour moi, tu vois. C'est soit ça se dilue dans la culture légitime, dans le mainstream, tout ça. Au début c'est ultra, ah mon dieu, qu'est-ce que c'est les vieux, les bourgeois et les gens qui sont pas de cette culture ne comprennent pas, ah mon dieu, quelle horreur. Et petit à petit, bah, on l'intègre dans la culture populaire, hein. On le voit même avec les vidéastes internet qui au début étaient méprisés par la télé, et puis bon bah aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, ça arrive encore mais quand même c'est beaucoup moins le cas. Ou alors bah comme la tectonique, le côté marketing a tellement été grand, trop rapidement mis en place et trop que ça a été tué dans l'œuf. Alors qu'en vrai s'ils avaient intelligemment fait leur délire, je pense que la tectonique ça aurait pu rester plus longtemps, hein. Ou en tout cas se diluer dans le paysage comme le reste, c'est dommage. Enfin dommage pour la tectonique, moi je m'en fous. Mais ouais, je pense vraiment que la contre-culture est vouée soit à disparaître, soit se diluer dans la culture légitime. Après, il y a peut-être des exceptions qui restent de la contre-culture et qui en restent sur le long terme avec toujours des niches qui se renouvellent malgré tout, ça existe, mais c'est quand même une minorité quoi. Si ta contre-culture a un impact suffisamment grand, ça viendra de la culture légitime, enfin en tout cas mainstream. Toute expression de rébellion peut-elle être transformée en argument marketing? Et peut-on encore se poser en révolutionnaire anticapitaliste alors qu'on s'habille de la tête aux pieds en sportswear de marque? Oh là là, mais ça, ce truc, faut arrêter, hein. Ah, tu vis dans le capitalisme, tu critiques le capitalisme, et pourtant tu as un iPhone. Je suis très intelligent, oulala. Au bout d'un moment, on vit dans le capitalisme, on fait tous des concessions, tous et toutes. Si tu veux pas faire des concessions, eh ben, va élever des chèvres dans le Larzac, et nous fais pas chier, au bout d'un moment. Voilà. Il y a des concessions qu'on est obligé de faire, genre faire nos courses, mais à moins d'être aisé financièrement ou d'habiter dans un lieu qui le permet, tu ne peux pas ne pas aller dans les grandes marques, en fait. Tu es obligé d'aller à Lidl, t'es obligé d'aller à Carrefour, t'es obligé d'aller à Auchan, même si malheureusement, ben, ça reste des
multinationales avec des intérêts privés qui vont contre l'écologie, contre le prolétariat, etc. Bah t'as pas trop le choix. Si tu veux commander des trucs sur internet, si t'es pas non plus très riche, bah ouais, tu vas aller sur Asos, tu vas aller sur Shein, tu vas aller sur Amazon, tu vas aller sur AliExpress parce que c'est pas cher et que t'as envie de te faire plaisir quand même, c'est normal. Mais non, mais faut faire des concessions. Mais le plus important, c'est jusqu'où t'es prêt à faire des concessions et où s'arrêtent les concessions et où vient juste le manque de conviction, tu vois, la frontière entre les deux. Ça, je pense que c'est à chacun de nous de voir où est la frontière entre la concession et le « oh c'est bon, on s'en bat les couilles ». Il y en a acheté sur Amazon, c'est déjà mort de chez mort. Il y en a, c'est tout simplement juste, entre guillemets, juste, c'est déjà bien, hein, boycott les marques qui soutiennent Israël, tu vois. Il y en a les concessions qu'ils font, c'est acheter que bio, il y en a, voilà, on fait tous des concessions à notre niveau, on fait ce qu'on peut, on vit dans une saucisse. J'ai remarqué que vous aviez des baskets Nike au pied. Vous êtes vraiment, mais à chaque fois je me fais gauler dans cette émission. La prochaine fois je viendrai en espadrille, je vous promets. Non. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans Corporate. Bienvenue. Ah non, mais ce truc de oh là là, dis donc, Besançon, vous portez des Nike. Bah c'est cool les Nike. Enfin, c'est confortable, y a pire dans la vie. Le générique est vraiment très cool. Hein. Dans la série des trucs qui ont été inventés vachement plus tard qu'on le pense, vous avez les allumettes et les adolescents. Ah bon? Avant, les gens, ils poussaient d'un coup comme ça? Non, bien sûr, mais pour la notion d'adolescent au sens où on la conçoit maintenant, il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le fameux baby boom. Ah ouais, donc le concept d'adolescent avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc avant les années 40, ça existait pas ça, pour le coup. À la fois ça me surprend, et à la fois pas tant que ça. Dans le sens où je pensais que c'était le 20e siècle, mais plus début du 20e siècle, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est logique. Mais c'est vrai qu'avant, c'était t'es enfant et après t'es adulte. Maintenant, on va même encore plus loin, on parle d'adolescence. Donc la période 18-25 ans, où t'es plus un ado, mais t'es pas encore un adulte accompli. Clairement, c'est la période pensée perdue d'avance d'Orelsan. Monsieur et Madame Foignon, avec leurs 2 derniers nés, comptent 15 enfants, dont 12 jumeaux. Tous enfants magnifiques, et ce n'est peut-être pas fini. On voit alors émerger une jeunesse bien plus nombreuse et de moins en moins obligée d'aller au boulot à 12 ans. L'adolescence, c'est cet intervalle situé entre l'enfance et l'âge adulte, où les ados ne subissent pas encore les contraintes à base de travail à temps plein, factures à payer et chats à nourrir, tout en pouvant sortir seuls dès l'instant où la cloche du lycée les en libère. Profitez les ados, profitez. C'est une période de merde, hein. Vraiment, c'est une période de merde. N'écoutez pas ces vieux cons qui vous disent profite de ton adolescence, c'est la meilleure période de ta vie. Non, la réalité c'est que la meilleure période de ta vie, c'est celle que t'en fais en fait. Mais l'adolescence c'est pas la meilleure période, loin de là, je veux dire, les hormones, le fait d'avoir des nouvelles envies que t'avais pas avant, genre ah bon maintenant je m'intéresse soit à l'autre sexe ou soit au même sexe selon tes orientations, mais tu vois ce que je veux dire, ah maintenant je m'intéresse à ce qui se passe dans mon slip, alors qu'avant je m'en battais les steaks, genre ah bon j'ai des boutons, le corps il change, c'est dégueulasse, si t'es une meuf tu peux avoir un sein qui pousse avant l'autre, si t'es un mec t'es en mode comment ça, ma tub et mes testicules tombent, c'était bien accroché, tu vois, il y avait un système, il y avait une DA, et là d'un coup pouf ça tombe. Tu te poses des questions, l'insécurité, la confort, les poils, tout ça, évidemment des guénailles, et aujourd'hui je trouve que en vrai vous avez de la chance, hein, les adolescents d'aujourd'hui, de nos jours franchement c'est quand même mieux à mon époque. Non, blague à part, à mon époque, et ça c'était encore pire avant, hein, mais vraiment il y avait beaucoup moins de paroles qui se libéraient hein, sur l'insécurité d'être un adolescent, l'inconfort, les changements et tout, le sexe, tout ça, vraiment le début des années 2000 c'était un peu American Pie, hein, en moins exagéré évidemment, mais tu sais le côté tu sais comment mettre une capote toi? Bah ouais toi non? Bah si je savais, c'était pour voir si toi tu savais aussi, tu vois ce délire c'était typical à l'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui un peu moins, on en parle plus facilement, et puis même si t'en parles pas forcément entre potes avec internet, bah t'as forcément des créatrices qui vont te dire oui alors tu mets la capote comme ça, les hormones c'est ça, c'est normal que ça. Les réponses vous en trouvez quand même un peu plus facilement qu'à l'époque, mais ça reste une époque de merde hein. Vous laissez pas avoir par les vieux qui disent que c'est la meilleure période. La meilleure période pour moi c'est à partir de l'âge adulte, après ça dépend de ce que t'en fais. Beaucoup vont te dire 20-25 ans, ça peut être la meilleure comme la pire, et ça peut être la meilleure sur le coup, mais avec le recul la pire. Moi j'ai adoré mes 20-25 ans, mais avec le recul je suis en mode oh là là, je pouvais faire autre chose que m'amuser aussi peut-être. Parce que du coup j'ai rien construit quasiment, enfin j'ai fait des trucs mais t'as capté pas assez, et au contraire il y en a 20-25 ans, bah ils taffent tellement que finalement ils perdent cette période parce qu'ils préparent l'avenir, mais pour des grosses études, un
architecte, docteur, ce que tu veux, mais après ils se mettent bien. Donc ça dépend vraiment des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'à partir de la trentaine c'est mieux parce que tu te poses moins de questions. Et c'est vrai qu'à partir de la trentaine, personnellement, moi j'aime beaucoup le côté t'es moins surpris en fait. T'es moins surpris par la vie. C'est plus l'époque, tu sais, où ah mon dieu, on m'a largué, le monde s'écroule. Ça reste dur, ça reste dommage, ça reste triste, mais on connaît à force. Les petits pièges de la vie, tu les connais, tu les anticipes mieux, tu fais moins les mêmes erreurs de nul. Alors tout ça, c'est super cool, hein. Bienvenue dans les années 80, mesdames et messieurs. Mais n'allez pas croire que ce nouveau segment de marché, prêt à profiter de son argent de poche, aura échappé aux capitalistes dans une société de consommation en plein boom elle aussi. C'est ainsi qu'on verra apparaître dans les nouveaux médias de masse toute une culture teenage avec des émissions dédiées aux jeunes comme Salut les copains. Mais aussi une palanquée de teen movie ainsi que des genres musicaux plébiscités par la jeunesse grâce aux radios et aux vinyles avec des figures comme Elvis Presley, James Dean et les Beatles. Insupportables ces jeunes, hein, toujours sur leur flipper et leur jukebox. Et oui, parce que les boomers qui font les vieux cons aujourd'hui, qui râlent qu'on peut plus rien dire, que les jeunes ils sont fainéants et les « et moi de mon temps », eh ben de leur temps, c'était ces jeunes-là. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on peut pas dire grand-chose ? Je hais cette époque. C'est vrai. Je l'ai. Je l'ai cette époque, parce que moi de mon temps, on pouvait mettre des mains au cul aux meufs et elles en faisaient pas tout un fromage comme aujourd'hui. Moi de mon temps, on savait s'amuser avec des bières et des clopes dans les bars. On n'avait pas besoin d'aller dehors, interdiction de fumer là, aucun problème. J'avais vraiment envie de tousser, mais finalement ça va très bien avec la blague. Désolé pour le bruit. Ah non, mais insupportable. Moi perso, un des trucs que je trouve plus énervant qu'un jeune con qui croit qu'il a tout compris à la vie, c'est un vieux con qui croit que la vie, il a tout compris. Vraiment. Parce qu'un jeune con qui croit qu'il a tout compris à la vie, c'est... Moi je trouve ça plus mignon, en fait. Oui, t'as 15 ans, tu crois que t'as tout compris. Allez, file, vogue à tes erreurs qu'on a tous et toutes fait. Allez, vas-y mon grand, éclate-toi. Alors qu'un vieux con, normalement, j'ai envie de dire, t'es vieux, t'as le recul, tu sais que la jeunesse, c'est toujours la jeunesse, quoi. Ça fume des joints, ça pense à baiser, ça boit des bières, ça fait des nouvelles expériences, ça tente de dépasser, de voir où sont les limites, c'est normal. De tout temps, l'homme a toujours fait ça, enfin. Tout ça va également être repris par la publicité. C'est une pub pour les clopes, là. On est d'accord que c'est une pub pour les clopes qui visent les ados, hein. Ah, les années 60, où on pouvait vendre des clopes à des adolescents. Moi, ce qui me tue, c'est que c'était il y a pas si longtemps, tout ça. Je connais des gens encore en vie aujourd'hui qui se rappellent de l'époque où on servait du vin à table à la cantine. C'est ainsi que naît l'adolescent consommateur. L'adolescence, c'est aussi une période de construction d'identité. Cette jeunesse, elle a besoin de s'exprimer, de se démarquer, et c'est ainsi qu'elle va développer ses propres sous-cultures. Et c'est là où on est con, hein. C'est là où on est con quand on est ado, parce que on a nos sous-cultures, on veut s'émanciper des parents, on veut montrer que on est une personne à part entière, c'est comme ça que ça se passe, hein. L'enfance, tu te construis dans le cadre familial, à l'adolescence, tu t'émancipes de ce cadre familial pour trouver d'autres cadres, et finalement, à l'âge adulte, tu deviens, normalement, un adulte indépendant. Ok, tout va bien. Sauf que ce qui est marrant, c'est que quand t'es ado, tu veux de la contre-culture, tu vas être rebelle, tu vas être trop champ max, si t'es un ado des années 90, mais les marques nous mettent tellement profond, ils nous disent, ouais, enfin, quand t'es ado, ils disent, ouais, t'inquiète, t'es trop rebelle, comme notre marque d'ailleurs, cette super marque est vraiment rebelle, achète-la, et toi t'y vas comme un con, parce que tu vas être rebelle, alors qu'en fait t'es qu'un mouton qui achète la même marque que tout le monde, et c'est mignon, c'est tout savoir, et même quand t'es dans les contre-cultures, genre, tout le monde est rap, toi t'es rock, ou inversement, hein, on s'en fout, eh ben t'es quand même un mouton, t'es quand même un mouton de l'autre contre-culture. Les vrais marginaux quand t'es adolescent, y en a pas beaucoup, hein. Alors attention, hein, sous-culture, c'est pas un jugement de valeur comme on dit « Oh là là, vos japonaiseries de mangas ». Justement, c'est une culture partagée par un groupe spécifique hors de la culture dominante ou légitime. Ce qui fait qu'elle peut être incomprise et prise de haut. Il y a un patron de bière qui m'avait dit la DSP c'est marketé pour les ados, c'est sucré, pas gamin, mais c'est un bait pour te faire consommer de l'alcool. Bah oui, comme la Smirnoff Ice, comme le Malibu Coco, comme le Jet 27, comme tous ces alcools de soirée qui sûrement rappelleront à certains et certaines leurs premiers émois de soirée d'adolescents à rentrer minuit max, sinon tu te fais taper sur les doigts, évidemment. En fait, pour comprendre ce qu'est une sous-culture, pensez juste à votre cours de lycée. Vous aviez tout un tas de sous-groupes de jeunes. Dans le coin, là-bas, t'avais les babos sans Sarwell qui écoutent La Rue qui est à nous. Là-bas, les fans de rap, casquette, basket. Plus loin, les métalleux ou les gothiques ou les émos. Enfin, les gens dark, quoi. Et dans la salle d'études, t'avais les geeks qui portaient non ironiquement ce t-shirt. Vous étiez quelle team? Moi, j'étais un mélange de la team rock punk et geek introverti. Alors,
C'est là où je pense que quand même on a vieilli, parce qu'à mon avis, les cours de lycée, c'est plus du tout comme ça. Je sais pas si les cours de lycée c'est plus du tout comme ça, mais je pense qu'il y a des trucs qui restent malgré tout, tu vois. Forcément, il y a encore des gros geeks, forcément il y a encore des babos, forcément il y a encore de tout, mais est-ce que c'est aussi catégorisé qu'à l'époque? Je pense pas. Je pense qu'avec Internet, l'ère des réseaux sociaux, tout le monde mélange un peu toutes les cultures. Moi je me rappelle au collège à l'époque, c'était impossible de se dire que, à part les geeks et 2-3 personnes qui s'en cachaient, personne ne regardait de manga. Aujourd'hui, tout le monde. Oui, mais en même temps, c'est normal, hein, puisque chaque génération développe ses propres sous-cultures. Par exemple, nos boomers, eux, c'était plutôt les hippies, les rockers, les teddy boys, les mods ou les skinheads. Une sous-culture se caractérise par plusieurs critères. Déjà, une certaine marginalité. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de la culture dominante. Mais il y a aussi la rébellion par rapport à cette culture dominante. La culture bourgeoise, légitime, celle des institutions. C'est ce qu'on appelle un style social. Des pratiques, des rituels, des façons de parler propres au groupe. En fonction de votre groupe d'appartenance, les traditions diffèrent. On n'écoute pas les mêmes musiques, on ne porte pas les mêmes vêtements, on ne pratique pas les mêmes activités. Par exemple, imaginons, vous fréquentez régulièrement des festivals en plein air pas parfaitement déclarés en préfecture, avec des riffs de guitare généreux que vous aimez écouter près de la scène en consommant toutes sortes de boissons et autres friandises vendues par des auto-entrepreneurs non homologués. Moi, j'appelle ça personnellement un champ à côté de Mantes-la-Jolie, hein. Vraiment. Lifestyle qui vous provoque des fringales régulières. D'où votre passion pour les crusters. Bon marché, nourrissant, facile à transporter. Disponibles dans toutes les bonnes grandes surfaces avec leurs petits sachets qui les préservent des éclaboussures de bière et des chutes dans la boue. Ainsi, cette marque s'est peu à peu imposée comme emblématique de l'identité de votre sous-culture, ce qu'on appelle le style plastique. Au-delà de seuls aspects pratiques, la marque devient un signe de reconnaissance, une façon d'affirmer son identité et son appartenance à un groupe, à une sous-culture. Et ça, c'est ce qu'a très bien réussi à faire Red Bull au début, hein. Au début, c'était vraiment la boisson, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder la vidéo d'un créatif dessus, qui est très sympa, mais au début, Red Bull, c'était vraiment la boisson des gens qui allaient en teuf, en boîte et tout, et petit à petit, ils se sont imposés dans l'univers du sport extrême, etc. Et ça, ils arrivent à vraiment bien le faire. Par la suite, vous ajouterez à ce style plastique un chapeau, parfait pour vous préserver du soleil, quel que soit l'endroit de vos siestes inopinées, une veste militaire à la solidité éprouvée sur le terrain, ainsi qu'une coupe de cheveux nécessitant peu d'entretien. Au final, un lien si étroit se sera opéré entre vous et les crusters que vous finirez peut-être par vous nommer d'après eux et deviendrez des crusts. Et voici comment une sous-culture peut s'associer à l'image d'une marque sans que cela ne vienne d'une volonté marketing de celle-ci. Tous ces éléments ne sont pas directement créés par les jeunes, mais détournés par eux. Paradoxalement, une façon de se démarquer par les marques. C'est ce qui est arrivé à nombre d'entre elles, comme par exemple Doc Martens. Et tu viens avec des docs au bureau ? T'es pas mon père, ok? Même si elles sont largement répandues dans plein de groupes, elles ont été la marque emblématique du mouvement skinhead. Ah bah tiens, on en parlait la dernière fois du mouvement skinhead. Et oui, les Doc Martens, c'était beaucoup les punks, beaucoup les goths, beaucoup de choses sur le long terme, mais principalement des skinheads, on les a vus il y a pas longtemps. Alors, attention pour les plus jeunes, faut pas imaginer juste des crânes rasés avec des croix gammées sur le torse. Au contraire, à l'origine, dans les années 60, ce mouvement naît de la rencontre entre les migrants jamaïcains et les Anglais des quartiers ouvriers du sud-est de Londres qui se retrouvent collègues sur les docks. Ce métissage culturel va influencer la jeunesse qui, pour paraître plus adulte et affirmer leur appartenance de classe, en a repris les codes en les accentuant. Ainsi qu'en opposition aux codes d'autres sous-cultures. Par exemple, aux hippies perçus comme une petite bourgeoisie culturelle, de petits cons sortis d'école d'art. Et on en revient un peu à toujours aujourd'hui, hein, la même chose. Hein. Les prolos qui veulent se distinguer des bobos, qui veulent reprendre l'école des prolos. C'est toujours la même chose. Hein. Et ça vaut pour les codes musicaux. Les skinheads écoutent des musiques afro-caribéennes, du reggae, du ska et du rocksteady. C'est aussi vrai pour le look. Contrairement aux cheveux longs caractéristiques des hippies, la coupe courte des skins, inspirée des afro-caribéens autour d'un imaginaire carcéral et militaire, s'avère peu coûteuse à entretenir et ne gêne pas durant les travaux pénibles. Est-ce que on peut écouter la musique des skins de l'époque et avoir le look des hippies? Parce que moi, je préfère ça, tu vois, quitte à choisir. Mais moi, ça a toujours été ça, perso. Je mélangeais un peu les styles et tout. J'ai jamais aimé m'obliger à aller dans une seule case. Ça m'a toujours emmerdé. Leurs chemises ne sont pas à fleurs et pas de def sur les pantalons. Y a pas bien le temps. tenues par des bretelles. Les vestes sont souvent trop longues car reprises du père et en bon fils d'ouvrier, on se promène pas pieds nus mais en chaussures de chantier. Et là, vous voyez bien comme ces choix de style plastique sont directement liés au style social. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une sous-culture, ça ne se décide pas. Et c'est pareil pour le reste, hein. Regarde la sous-culture hip-hop, etc. Bah pourquoi les baggy, pourquoi les trucs amples, larges, confort et tout? Bah déjà pour faire du breakdance, pour pouvoir danser, parce que c'était à la base le hip-hop, c'était vraiment pas que le rap, hein. C'est le rap, le graphe, la danse, etc. Et aussi, bah pour courir c'est très pratique, les jogging. Se construit. Une autre activité ludique du lifestyle des skins, autant dans les balles que les tribunes ou dans la rue, c'est la Bagarre.
La bagarre. Et ça, les docs, très pratiques pour la bagarre, les docs, hein. La bagarre! Ouais, ça non plus, c'était pas très flower power. Hein. Et vous savez quelle marque elle est bien pour la bagarre? Comme le disait l'écrivain McDowell, les docks, c'est un peu des gants de boxe pour les pieds. Enfin, plutôt des poings américains, hein, surtout quand elles sont coquées. Pourtant, à la base, elles ont pas du tout été conçues pour ça. Coquet, ça veut dire que tu mets une plaque de métal sur le haut de la doc pour pouvoir faire encore plus mal. Au contraire, pour soigner, car cette marque de chaussures anglaise a été inventée par un médecin de l'armée allemande, Après la guerre. du nom de Martins, Précisons. à des fins orthopédiques. Docteur Martins. Bon, mais du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'es la marque? Parce que c'est cool, ça leur donne une clientèle et une image de marque. Mais d'un côté, est-ce qu'on a envie d'être récupéré par des skins? Mais compliqué. Mais peut-être pas vraiment celle qu'ils attendaient. Avec un mouvement qui, en plus, a eu très vite mauvaise presse, surtout avec sa polarisation politique grandissante, y compris avec des mouvements d'extrême droite particulièrement violents. Bref, comment tu intègres à ton image de marque son association symbolique avec une sous-culture? Parce qu'une stratégie marketing, ça s'impose par le haut, au contraire des cultures populaires qui apparaissent spontanément par le bas. Et ça se confronte, les deux, ça se confronte. Reprenons nos crusts. Alors que c'est super, ils font gratuitement la promo de la marque, donc ils se sont eux-mêmes constitués en consommateurs fidèles. Sauf que bon, ça donne un peu au produit une image de schlag et ça peut faire fuir un public qui ne veut pas être associé à cette culture. La stratégie numéro 1, ce serait simplement de tout faire pour s'en détacher. C'est la 8.6 qui a ce genre de problème. Ça a vraiment l'image de la bière de schlag, alors qu'en plus c'est pas si dégueu la 8.6. Et ils ont essayé de se donner une meilleure image avec des partenariats, avec des trucs de tatouage, en essayant d'esthétiser un peu plus les canettes. Mais je sais pas si ça marche pour la 8.6. En faisant tendre notre image de marque vers d'autres plantations et si possible très éloignées. C'est ce qu'a tenté Doc Martens en faisant de ses chaussures non plus un marqueur communautaire des skins, mais un accessoire mainstream omniprésent dans la pop culture. The guys on Friends were wearing them, you know, kids on 90210 were wearing them, but then even, you know, counterculture, Empire Records, Liv Tyler is on the cover of the video in a pair of docs. La seconde stratégie consiste au contraire à embrasser la communauté qui s'est associée à la marque, mais d'en invisibiliser les aspects négatifs embarrassants. Par exemple, en dépolitisant l'image de nos petits anarchistes marginaux pour n'en garder qu'une image de rebelles branchés, inoffensifs. Et c'est ce que Doc Martens a également tenté de faire. Et ils ont joué sur tous les râteliers que Doc Martens. Mais bon, ils ont raison, hein, si ça marche. Soutenir quelque chose. Ouais, la rébellion. Pourquoi? La rébellion. C'est ridicule. Hashtag soutenir quelque chose. Peu importe quoi, tant que tu soutiens quelque chose. Ça peut être les racistes comme la Palestine. On s'en bat les couilles tant que tu soutiens. On garde le style plastique, la posture revendicative, mais on la rend le plus lisse possible. Ainsi, on peut garder le bénéfice d'une image jeune et un peu foufou qui se battent pour leurs convictions. Mais quelle conviction? Alors là, On s'en bat les mettez-y couilles. ce que vous voulez, tant que vous mettez des docs. Cette réappropriation par une sous-culture peut donc être une épine dans la semelle de la marque. Mais ces dernières vont vite comprendre qu'elle peut aussi être une incroyable aubaine marketing. Ce qui nous amène à la stratégie suivante, l'endossement opportuniste. Si finalement nos crusts deviennent tendance, via des groupes emblématiques qui se mettent à péter les records de vente et les passages sur MTV, à incarner les aspirations de toute une génération qui en adopte les codes, Comme manger des crusters, C'est exactement ça. Sors des normes, achète nos fringues, t'es pas un mouton de la société, mais sur un mouton de notre marque. Let's go! alors les retombées commerciales et publicitaires seraient gigantesques. d'autant que ces mouvements de jeunesse spontanés, vous pouvez déployer tous les moyens marketing à votre disposition, ça n'est pas quelque chose qui se décrète. Restons sur les chaussures. Ah mais ça c'est un délire, hein. Le fait que déjà il y a toujours ce mème de avec l'ananas en mode tout le monde sur internet joue avec un ananas et dès que les marques veulent jouer avec un ananas ça devient moins cool, c'est tellement réel. Et il y a aussi ce truc de quand tu sens que c'est forcé par la marque, alors ça marche quand t'es enfant, hein. Ça marche très bien quand t'es enfant voire adolescent selon comment c'est fait, mais on est de moins en moins crédule à ce niveau-là, hein. J'ai quand même l'impression, heureusement, hein, le monde est de moins en moins crédule vis-à-vis des marques qui reprennent des contre-culture, heureusement. Toi tu viens au bureau en basket. En sneakers. Parce qu'en France, on utilisait plusieurs termes pour des chaussures de sport, en fonction duquel étaient pratiqués. D'où les baskets. Et vous vous souvenez? Les tennis? Mais aux États-Unis, ça s'appelle des sneakers, donc c'est le terme qu'on va employer ici. Pendant très longtemps, la pratique sportive au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était un marché de niche. Mais au cours des années 60-70, à mesure que nos jeunes boomers y consacrent une partie de leur temps libre, ça va devenir de plus en plus lucratif, notamment pour les marques de vêtements et d'accessoires casual. Et ça, Schwarzy, il a bien compris que le sport, ça marchait bien à partir des années 60-70, ce qui a fait une partie de sa réputation à l'époque. Cette tendance a été poussée jusque sur le terrain politique.
notamment via JFK, qui fustigeait les dégradations des conditions physiques des Américains dans cette nouvelle société de consommation. There is nothing, I think, more unfortunate than to have soft, chubby, fat-looking children. Ah bah tu dois être tellement dégoûté de la jeunesse ricaine aujourd'hui mon frérot, parce que les ricains, niveau gros, joufflu et mou, ah on est au top. Hein. D'un côté, fallait peut-être pas être le temple de la malbouffe, de la surconsommation, fallait peut-être faire en sorte que les ricains, plutôt qu'avoir des bombes de cheddar en spray, ils connaissent, je ne sais pas, le goût des carottes peut-être, ça les rendrait aimables. Il avança la notion retentissante de The Soft American dans le magazine Sports Illustrated et promit de faire de la grande cause de son mandat, non pas l'écologie ou l'égalité homme-femme, mais des Américains in shape. Rien à foutre de ta grande dépression. Les jogging et les sneakers deviennent un style qui sort des salles de sport. Ils sont de plus en plus visibles dans les salles de cinéma, comme dans le célébrissime Les Hommes du Président, où Dustin Hoffman porte des sneakers. Puma sera d'ailleurs un des pionniers de la pratique de l'endossement en associant sa marque au sportif Armin Harry dans les années 60 et bien d'autres par la suite. Ils créent leur première chaussure signature, Clyde, en partenariat avec le sportif Clyde Frazier. C'est marrant parce que Puma, sur les marques de fringues, c'est vraiment pas celle qui a la plus grande renommée aujourd'hui. Les plus grosses, ça reste Nike et Adidas. Tout ce qui est Reebok, Puma, c'est un peu en dessous, tu vois. Alors que pourtant, de ce qu'on voit là, Puma était quand même assez visionnaire. Hein. Mais bon, être visionnaire, ça suffit pas. Les marques comprennent bien vite l'intérêt de s'associer à cette culture sportive en passant par des athlètes de haut niveau. C'est pour ça qu'au JO de Mexico en 68, on ne verra pas que des sportifs s'affronter férocement, mais aussi Adidas et Puma pour leur distribuer des chaussures. Sauf que ce à quoi aucune des deux marques ne s'attendait, c'était... Let's go. Il fallait des couilles, hein. Fallait des couilles de ouf. Juste l'une des manifestations politiques les plus importantes de l'histoire des JO. D'autant plus qu'ils n'ont pas levé qu'un point ganté de noir. Mais sinon les JO c'est pas politique, faut pas politiser les JO, hein. Ça a jamais été politique les JO. Ok Manu. Pour protester contre le racisme et les discriminations. Mais aussi une chaussure de la seule marque qui avait choisi de les sponsoriser. Puma. Joli coup de com'. Adidas ne restera cependant pas sur cette défaite puisque 2 ans plus tard, leur modèle le plus iconique, la Superstar, va équiper 75% des joueurs de basket professionnels, dont Karim Abdul-Jabbar. Résultat, les Superstars vont rapidement se répandre sur les terrains de basket de New York, tout spécialement dans les quartiers comme Harlem, où se développe la culture hip-hop. Adidas passe alors d'une supériorité technique à une supériorité symbolique, sans même l'avoir cherché. Alors que les sneakers deviennent la pièce maîtresse du style hip-hop avec le reste de la tenue assortie. Un style plastique parfaitement adapté à leur style social, comme la pratique du breakdance. La pratique du breakdance et la pratique de vide couron, il y a un flic raciste qui veut nous tuer. Ça joue aussi, on va pas se mentir. Puis plus tard, par des gens qui ne partagent pas, mais alors pas du tout ce style social. Pour l'anecdote, comme elle devait en permanence paraître neuve, mais comme la plupart des gens n'avaient pas les moyens d'en racheter régulièrement, ils se promenaient avec des brosses à dents pour les nettoyer. Les lacets ou la customisation étaient alors des moyens plus économiques pour exprimer sa créativité et se distinguer des autres tout en restant intégré au groupe. Ça se fait beaucoup moins, ça. Voilà, il le montre. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la marque qui met directement des collabs avec Pokémon, avec YouTube One Piece, avec ce que tu veux. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, même les Vans, les gens ils coloriaient beaucoup leurs Vans et tout, c'était stylé. Moi je le faisais pas parce que je suis nul en dessin, mais ouais. Mais de toute façon c'est ce qu'on disait au début, tu vois, la sous-culture qui était à la base un truc pratique, quand elle devient trop populaire, ça devient quelque chose d'esthétique, classique. Tout comme avec les docks, où les différents courants culturels, les skins, les punks, les gothiques, se démarquent par leur customisation. Et les différents courants politiques avec la couleur des lacets. Narcissisme des petites différences que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les sous-cultures. Si t'es pas au courant pour les docs, tu peux envoyer le message que t'es skin alors que pas du tout, juste t'aimais bien la couleur, tu sais. C'est genre de truc où tu te dis, ouah, si tu le sais pas, c'est la merde. Notre look, nos vêtements, représentent en fait une partie de notre identité. Et là, petite question de culture générale. Vous connaissez Run DMC ? Et Adidas, eux, ils connaissaient pas. Pourtant, il se trouve que depuis sa création en 1984, les membres du groupe s'affichent en Adidas Superstar, ce qui va donner une aura de rébellion et de danger à ses chaussures. C'est fou à quel point Adidas, années 80-90, au début 90, dans le début 90, ils ont commencé à baisser, et Nike a tout baisé avec, ils vont sûrement en parler, avec un certain Michael. C'est fou à quel point c'est game changer en fait. Un grand qui porte ta marque, c'est game changer. Ouais, ça, à l'époque, ça faisait trembler les bourgeois. Vous vous rendez compte ?
Mais bref, en 1986, les Run DMC se disent que c'est bien beau la pub gratos, mais qu'il serait peut-être temps de tirer un peu de pognon à la marque. Du coup, ils vont leur expédier à travers l'Atlantique une VHS avec ceci. C'est stylé. Pour l'époque, c'est bien foutu, hein. Un peu agressif, mais c'est l'époque, hein. Histoire d'attirer leur attention et un contrat de sponsoring. Alors, comprenons-nous bien, hein. Là on parle pas d'un petit groupe de rap qui cherche de l'argent pour se lancer. Ah non, pour les plus jeunes qui connaissent pas, Run DMC, c'est un très très gros groupe de l'époque, hein. Ils ont même fait une musique avec Aerosmith pour les rockers qui me suivent et qui voient pas le rap de l'époque. Non, c'est très très gros groupe Run DMC, hein. Leur premier album a été le premier album de rap à devenir disque d'or. Et le second, disque de platine. Tandis que le troisième, il a été multiple disque de platine. C'est le premier groupe de rap nommé au Grammy et le premier à apparaître sur MTV, ainsi que sur la couverture du magazine Rolling Stone. Et ça, c'est qu'une partie de leur CV. En fait, Run DMC, c'est littéralement un des groupes qui a participé à diffuser la musique rap au grand public et à mettre la culture des quartiers populaires en lumière. Laisse-moi deviner, Adidas va dire non pour le contrat de sponsoring parce qu'ils sont trop cons, c'est ça? Moi je parie que c'est ça. Donc là, ils sont pas en train de faire la manche. Ils disent à Adidas qu'ils ont participé à la promo de la marque et que maintenant, faut passer à la caisse. Et pas pour un petit dollar symbolique, hein. $1 million qui demandait à Adidas. Et j'aime autant vous dire que les petits Allemands, ils étaient pas prêts. $1 million pour Run DMC pour ça, franchement, ça va. En vrai, à l'époque, le rap c'était une contre-culture, tellement contre-culture que ils étaient pas pris au sérieux comme aujourd'hui. Mais quelqu'un du calibre de Run DMC à l'époque, aujourd'hui, un Drake, un The Weeknd, un mec comme ça, tu vois, demanderait seulement $1 million pour mettre en avant la marque. Avec ce niveau d'agressivité en plus, la marque signerait direct. Je suis sûr qu'ils ont refusé. En fait, ils avaient juste pas du tout capté que leurs chaussures s'étaient retrouvées associées à la culture hip-hop montante à 6200 km de là. Alors en revanche, ils sont pas cons. Ils comprennent bien vite que c'est une magnifique occasion de se rattraper et de relancer la superstar, qui était plutôt en fin de vie, en attendant de sortir un nouveau modèle. Ce qui signera le premier contrat hors domaine sportif de la marque. Et là, bam, newsletter, publicité de télé et même toute une gamme de chaussures et de vêtements Run DMC seront lancés. À porter sans lacets, comme c'était devenu la coutume dans les quartiers, car les jeunes ayant été en prison en avaient été privés et avaient gardé cette habitude à leur retour. D'après les estimations, ce partenariat avec Run DMC aurait rapporté $100 millions. Ça va, ils sont pas si cons Adidas, je retire tout ce que j'ai dit. Mais je me suis posé la question quand même, $100 millions pour Adidas, sachant qu'ils ont investi $1 million sur Run DMC à la base, c'est rentable. Plutôt rentable financièrement, mais aussi et peut-être surtout en termes d'image, puisque c'est ainsi que, sans le vouloir, Adidas se retrouve associé dans l'esprit de tous avec le cool qui avait réussi à imposer la culture afro-américaine. Sauf que ce qui est dangereux quand t'es associé au... Tu peux passer de la marque trop cool d'une génération à la marque du tonton ringard qui continue à porter des Adidas parce que dans sa jeunesse c'était trop chébrant. Ça peut être un risque, hein. Regarde Quick, regarde Yahoo, regarde beaucoup de choses. Ce qui, au passage, aura permis à la marque de survivre à la mort inattendue du président de la firme, le fils d'un de ses fondateurs, Horst Dassler, en 1987. Et à la concurrence montante d'une petite entreprise nommée Nike. Mais faut mettre 2 fois la même chaussure normalement, hein, frérot, par contre. Et Nike, après avoir été à côté de ses pompes depuis 64, en sortant ses modèles toujours en retard sur la concurrence, là avait compris le coup. C'est-à-dire notre stratégie numéro 4, l'endossement actif des sous-cultures. Plutôt que d'attendre bêtement que des jeunes branchés s'emparent de nos biscuits, soyons plus agressifs. Envoyons directement des émissaires distribuer gratuitement des crusters dans les festivals. Ce que va faire Red Bull avec les soirées étudiants universitaires pour s'imposer dans l'imaginaire collectif d'ailleurs. Festival dont on pourrait carrément devenir les mécènes et sponsorisons en amont la carrière d'une superstar. Pas du tout ce qu'ils ont fait. Nike, eux, dans les années 80, ça passe plutôt pour un truc de jogger blanc. Kurt Cobain. Oh, fallait le trouver, l'enculé. Attends, Nike au début des années 80, c'était un truc de jogger blanc. Ah bah ça va bien changer dans les années 90. Ce qui, vous nous l'accorderez, est un poil moins stylé que des joueurs pros de la NBA. Ce qui va les décider à investir massivement dans ce qu'on appelle le bro-ing. Une stratégie qui consiste à s'approprier le style plastique de la culture afro-américaine pour le vendre aux blancs, qui à l'époque représentent 87% de leurs consommateurs. Donnez-moi un G, donnez-moi un E, donnez-moi un N, je vais pas faire toutes les lettres, mais on va dire gentrification. Wouh! Ah non mais c'est terrible. La gentrification accélérée en plus là par Nike.
Nike. Pour ça, ils vont eux aussi viser des athlètes et des célébrités noires considérés comme des leaders d'opinion, mais aussi en allant directement dans les communautés noires défavorisées, en distribuant des sneakers et des vêtements à des figures du quartier, autant des joueurs de basket de rue que des membres de gangs et des dealers. D'ailleurs, la plupart des marques de sportswear comme Reebok vont également se mettre à sponsoriser des écoles, des lycées, des jeunes équipes sportives et iront jusqu'à réparer ou faire construire des terrains de basket dans les quartiers. Ah, si seulement il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait faire ça. Heureusement qu'il y a les grandes marques pour essayer d'aider les quartiers de façon altruiste en plus. Vraiment, ils font pas ça pour implanter leur marque dans l'imaginaire populaire, pour mettre une image positive de leur marque. Non, c'est vraiment pour aider les gens. Mais si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait aider les gens comme ça à rétablir les écoles dans les quartiers et tout. Je sais pas, genre le gouvernement par exemple. Comme ça les entreprises privées n'ont pas à mettre leur sale patte là-dedans. Peut-être. Mais non, c'est les USA. La liberté avant tout. Nike va même vouloir aller encore plus loin en rendant sa marque indissociable d'un jeune joueur de basket prometteur. Michael Jordan. Dès ses débuts en 84, le jeune basketteur se fait rapidement remarquer pour ses exploits rappelant ceux de Karim Abdul-Jabbar, celui d'Adidas, qui lui vaudront dès sa première saison la couverture de Sports Illustrated avec le titre « Une étoile est née ». Non, pas une étoile est née. L'étoile est née. C'est pas une parmi tant d'autres, c'est LE joueur. Sur lui, dans le but de fusionner en une seule entité, ses sneakers, ses pubs et l'athlète de renom. Bref, son identité de marque. Michael Jordan devient ainsi l'égérie de Nike. Sa figure publique, son incarnation. Toute la médiatisation autour de l'athlète va donc bénéficier à l'image de la marque. Ainsi, en plus de ses performances exceptionnelles, l'image de rebelle qu'il va se forger va devenir un argument marketing. Par exemple, durant ces matchs, il prenait régulièrement des amendes. Parce qu'il critiquait la politique de Ronald Reagan. Non, c'est pas trop le genre. Listen, I'm Michael Jordan. I'm not Malcolm X. Juste, à chaque match, il portait des sneakers qui respectaient pas le code vestimentaire de la NBA. Quelle meilleure publicité pour une marque que la seule posture revendicative d'un athlète ce soit des pompes. Oh là là, c'est tellement bas de plafond, sa posture. Il fait même pas ça par revendication, c'est juste qu'il était très bien payé par Nike pour le faire. Puis il y a Michael Jordan, niveau revendication, le gars, c'est vraiment le libéralisme, capitalisme à toute sa gloire. Vraiment, no offense sur Michael Jordan, j'ai rien contre lui d'un point de vue basket, d'un point de vue humain. Mais quand tu sors des phrases comme les républicains et les démocrates achètent tous les deux des baskets, c'est que vraiment, tes convictions, tu te les as foutues au cul et que tu préfères largement un bon paquet de fric. Après, chacun ses choix. Et bien sûr, ils ont joué à fond là-dessus. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais Nike vous a totalement roulé dans la farine. Les génies. Cette pub est loin d'avoir été la seule puisque s'en est suivi toute une série de spots réalisés par Spike Lee qui incarne le personnage de Mars Blackmon, le sidekick rigolo de Michael promouvant les Air Jordan. Avec cette notoriété grandissante, Nike a réussi son coup. Imposer les Air Jordan sur le marché, mais comment faire pour en vendre toujours plus à des gens qui en possèdent déjà? Eh bien c'est très simple, en vendant une nouvelle paire chaque année. En créant un effet d'obsolescence, alors pas vraiment des chaussures elles-mêmes, mais de style. En tout cas, si vous voulez pas passer pour un has-been dans votre groupe culturel où c'est quelque chose de très, mais alors de très important. Oh, surtout dans les années 90 et début 2000. Le côté fallait être à la mode, fallait pas rater la nouvelle tendance, c'était vraiment beaucoup plus que maintenant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu plus, que chacun fait un peu ce qu'il veut et que, tant que t'es bien. Il y a toujours des gens qui sont en mode, ah mais t'es sérieux, tu mets encore ça alors que c'est plus à mode. Il y en a encore, mais c'est quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Vous dire à quel point Nike voulait se lier à Jordan, sur la Air Jordan 2, ils avaient même pas mis la virgule, le logo emblématique de leur marque. Ils étaient prêts à s'effacer devant leur icône. Ouais, bon après, ça reste une démarche marketing, pas une preuve d'abnégation. Dans les années 70, chaque marque sponsorisait une équipe ou une catégorie de sport et menait par leur biais une guerre économique pour étendre le plus possible leur part de marché en usant pour cela des valeurs symboliques associées aux célébrités. Et l'impact culturel de cette démarche et de la fétichisation des sneakers est encore palpable aujourd'hui. Bienvenue dans mon dressing. Oh là 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 là. Ce processus d'appropriation des sous-cultures par les marques, on l'a vu et revu. Parfois de manière un peu trop artificielle.
Ah bah tiens, j'en parlais tout à l'heure de de la tectonique, mais la tectonique morte dans l'œuf parce qu'ils ont voulu trop, ils ont été trop gourmands les marques, et du coup ça a pas eu le temps de s'infuser. La tectonique fut un éphémère mouvement culturel des années 2000, autant aimé que méprisé dès sa naissance associé à une marque déposée. Il est apparu aussi vite qu'il a disparu car son public s'en est émancipé pour se retrouver dans d'autres sous-cultures, électro et club. Car, même si les marketeurs le voudraient très fort, une sous-culture populaire, ça ne se décrète pas. Ça ne se crée pas de toutes pièces. S'il faut bien comprendre comment les marques utilisent les sous-cultures à leur profit, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les sous-cultures qui s'approprient des marques pour s'exprimer. Ces derniers temps, on peut voir un peu partout cet artwork du héros de Dragon Ball portant un t-shirt de la marque Supreme et une veste North Face sur laquelle est écrit By any means necessary, expression rendue célèbre notamment par Malcolm X, et sous-entendant que pour faire valoir ses droits, tous les moyens sont bons. Ce sont les marques qui ont besoin de nos valeurs, de nos représentations, de nos identités pour vendre des produits. Mais ces valeurs, ces représentations et ces identités, ce sont les nôtres. Une puissance évocatrice qu'elles ne sont capables que de singer en exploitant, comme toujours, le travail, ici symbolique, des classes populaires. Encore un moyen de production qu'il serait bon de se réapproprier. Et oui, mesdames et messieurs, réapproprions-nous les moyens de production, bien sûr. Bah comme d'hab, hein, toujours excellent. De toute façon, Bolche Geek, fils de pub, que ce soit Corporate ou tout le reste, ils sont toujours bons. Bon voilà, est-ce qu'on va en parler longtemps? Les marques, faut savoir qu'elles jouent avec nous comme nous on peut jouer avec elles, mais ce qui est rassurant, c'est que comme ils le disent, au final, à la finalité, c'est nous qui décidons de ce qui est cool ou pas, même si eux, ils aimeraient bien que ce soit l'inverse. Mais non, c'est nous qui décidons ce qui est cool, et vous suivez. Tout va bien.